contre le cancer en Afrique est l'une des questions abordées en marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine qui vient de s'achever à Niamey. Lors du panel de haut niveau consacré à cette question, le président du Faso a fait cas des progrès réalisés au Burkina Faso dans la lutte contre le cancer avant de plaider pour une baisse des coûts de traitement de la maladie. Vous l'entendrez dans quelques instants. Dans ce journal, nous irons à Banfora, dans la région des Cascades, où le programme 40 000 logements s'exécute bien. 300 logements sociaux et économiques y sont actuellement réalisés à un taux de 75%. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat était sur le site pour une visite et pour le lancement de la commercialisation de ces logements. Constat à suivre dans cette édition. Dans l'actualité également, l'Union d'action syndicale dit être inquiète de la situation nationale. L'UAS déplore le phénomène de l'insécurité et des dérives antidémocratiques, selon elle, qui sont d'actualité au Burkina Faso. Dans ce journal, vous aurez la teneur de la conférence de presse animée ce matin à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez qu'à la Banque mondiale, un changement intervient à la tête des opérations au Burkina Faso. Un changement, mais l'engagement de l'institution reste le même en matière d'appui au développement du Burkina Faso. Assurance a donné ce matin au président du Faso qui a reçu une délégation de la Banque mondiale. Le point de l'audience avec Oscar Soulama et Tanga Kafandou. Soukéna Kane remplace Pierre Laporte à la tête des opérations de la Banque mondiale au Burkina Faso. À Koussiam, les directeurs sortants et la nouvelle directrice sont tous venus. Le premier pour saluer la bonne collaboration avec les autorités burkinabées pendant les 4 années de son mandat. La deuxième pour réaffirmer l'engagement de l'institution à soutenir le Burkina Faso, surtout dans ces moments difficiles. Le partenariat, comme l'a rappelé mon prédécesseur, M. Laporte, est un partenariat solide. Avec des opérations, un volume d'opérations qui a doublé au cours de ces 2 dernières années, mais en même temps qui s'inscrit dans un contexte sécuritaire qui représente un défi à la fois pour les pays, mais également pour nous en tant qu'institution de développement. Donc il s'agissait pour moi de réitérer le soutien de la Banque mondiale et d'affirmer toute notre disposition à continuer d'accompagner le Burkina Faso afin de faire face à ces enjeux multiples. Soukéna Kane est depuis 2017 la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Guinée, le Niger, le Tchad et le Mali. Et avec le Burkina Faso qui s'ajoute à la liste, la nouvelle directrice va poursuivre le double objectif des programmes de la Banque mondiale, mettre fin à l'extrême pauvreté et favoriser le partage de la prospérité, maintenir la qualité du portefeuille des opérations dans ces pays en travaillant de concert avec les partenaires internes et externes. Retour sur le séjour du président du Faso à Niamey au Niger, séjour au cours duquel Roch-Marc Christian Kaboré a plaidé pour une réduction des coûts de traitement du cancer en Afrique. C'était lors d'un panel de haut niveau organisé en marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine. De retour de Niamey, le compte-rendu de Vincent Tiendrebego. Au palais des congrès de Niamey, un panel de haut niveau sur le cancer en Afrique. À la tribune, 3 chefs d'État se succèdent. Mahamadou Issoufou du Niger, Idriss Déby Itno du Tchad et Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, chacun pour dire quels efforts sont faits dans son pays pour une prise en charge de cette pathologie qui préoccupe. Pour le président du Faso, des efforts, le Burkina Faso en a fait avec des initiatives et des mesures concrètes pour faire face au cancer. Un certain nombre d'avancées ont été faites dans notre pays. Premièrement, d'ici le premier trimestre de l'année 2020, le centre de traitement du cancer et l'unité également qui va s'occuper de la radiothérapie seront mises en place au Burkina Faso, ce qui nous permettra de traiter ces questions au plan local. Deuxièmement, nous avons également pris des mesures concernant la lutte anti-tabac par l'étiquetage des paquets pour permettre également que cette lutte qui contribue également, parce que vous savez que le cancer également, c'est également la consommation de tabac, et que nous puissions renforcer nos législations à la matière et faire en sorte que dans nos pays, on puisse moins fumer. Troisièmement,
Je voudrais dire également qu'avec l'Union internationale des télécommunications est mis en place un système de sensibilisation via, je dirais, les téléphones. Je voudrais ici lancer également un appel pour qu'au niveau de l'Union africaine, nous puissions constituer un solide lobby pour amener justement les laboratoires à pouvoir réduire les prix des produits allant dans le sens du traitement du cancer. Plusieurs épouses de chefs d'État du continent présentes à ce panel poursuivent les échanges. Parmi elles, Sika Kaboré du Burkina Faso, considérée comme une championne dans la lutte pour la santé de la femme à travers la fondation Kimi. Il y a également le message de l'engagement solidaire pour lutter contre cette maladie qui consiste à demander que les patients atteints de cancer puissent être traités dans tous les pays africains où on dispose des plateaux techniques suffisants dans les mêmes conditions que les nationaux, c'est-à-dire sans discrimination. C'est une première et nous sommes très fiers d'avoir pu participer à un tel événement. Ce panel de haut niveau est organisé par le gouvernement nigérien, soutenu par l'OMS et sur initiative de la première dame du Niger. Autre point de l'actualité, en bref et en image, l'Assemblée nationale a entamé ce matin une session spéciale. Un seul point est à l'ordre du jour de cette session, à savoir la prolongation de l'état d'urgence. C'est une mesure qui devra concerner plusieurs provinces dans les régions des Hauts-Bassins, des Cascades, du centre-est, du nord et du Sahel. À noter que c'est la troisième fois que l'Assemblée nationale tient une session spéciale au titre de l'année en cours. Direction à présent Banfora, où les travaux de construction de 300 logements sociaux et économiques avancent à un rythme satisfaisant. Le constat est fait par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui a séjourné dans la localité le 5 juillet dernier. La sortie de terrain a été mise à profit pour le lancement de la commercialisation de ces logements. Lamine Karantao et Moumouni Barou. 100 villas de type S3 sont déjà sorties de terre avec 75% comme taux d'exécution physique pour cette première tranche. Une surprise agréable pour le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat de constater que les travaux avancent à grands pas, car le lancement de la construction de ces logements est intervenu seulement en avril dernier. C'est une satisfaction réelle pour nous quant à la possibilité et à la réalisation du programme de construction de logements communément appelés 40 000 logements. C'est une satisfaction pour nous aussi de voir un promoteur immobilier privé qui a pu en si peu de temps réaliser ces logements. Quand il y a de l'engagement, on peut arriver à des résultats. Également, une satisfaction pour les partenaires financiers et surtout un encouragement pour le promoteur immobilier d'avoir atteint ces résultats. Ils ont travaillé nuit et jour. Vraiment, moi, je suis très content. Donc, nous sommes en 90 jours déjà et qu'on a démarré les travaux. Donc, je sais que d'ici dans 5 mois, le centre va terminer. On l'a déjà accompagné sur d'autres chantiers et franchement, de par la qualité de son travail, ça nous a encouragés à poursuivre. On est en tout cas disposé à l'accompagner pour la finalisation de l'intégralité des logements. Lors de cette sortie, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a profité de l'occasion pour lancer la commercialisation de ces logements sociaux et économiques, dont la campagne de souscription est prévue pour le lundi 8 juillet. Et voici qu'une initiative du même genre connaît des difficultés dans sa mise en œuvre à Logofourousso, un village rattaché à la commune de Bobo-Dioulasso. Dans cette localité, le choix du site devant abriter la construction de logements sociaux pose problème entre les habitants. À la suite d'une rencontre avec le ministre en charge de l'habitat, propriétaires terriens et chefs coutumiers se sont retrouvés en assemblée générale pour expliquer les motifs de leur opposition au projet. Des détails avec Mané Kayen et Karim Sissi. Des propriétaires terriens avec à leur tête des responsables coutumiers du village de Logofourousso, mécontents du choix du site devant abriter le projet de construction des logements sociaux. Ils l'ont fait savoir lors de cette rencontre. Au dit de leurs représentants, non seulement les coutumiers du village n'ont été associés dans aucune démarche pour le choix du site, mais également
le site choisi est un lieu de culte. Dans une localité, il est bon de prendre en compte les réalités de ce terrain, ce qui a été ignoré. On appelle des zones sacrées, qui est l'âme du village. Cette zone-là est là depuis que le village est là. Et cette zone-là a été ignorée. Et non, ça veut dire qu'il faut préserver le site, parce que le site-là est dans une zone qui est convoitée par les logements sociaux. Toujours selon le représentant des propriétaires terriens, les logements sociaux entrent dans le cadre du programme du président Roch-Marc Christian Kaboré auquel ils adhèrent. Pour ce faire, ils disposent d'un autre site à Lorofrousseau qui pourrait accueillir le dit projet. Nous avons proposé que des habitants de Lorofrousseau ont des champs à l'arrondissement numéro 7 qui avait été cette zone avait été désignée pour un lotissement avant l'insurrection populaire. Alors donc, mais ça n'a pas eu lieu, mais la zone est là. La zone appartient à Lorofrousseau. Nous avons dit, comme ce sont des champs là, il faut aller là-bas. Voilà, donc c'est pour dire qu'on n'a jamais refusé. À noter qu'il est prévu la réalisation de 900 logements sociaux sur le site de Lorofrousseau. En principe, les travaux de construction sont prévus pour démarrer d'ici à la fin de ce mois de juillet. Cette nouvelle donne pourrait avoir pour conséquence le retard dans le démarrage des travaux. Retour ici à Ouagadougou où une semaine commence au tribunal militaire dans le cadre du procès du putsch de 2015. Ce lundi, le tribunal a entendu les plaidoiries des avocats du sergent-chef Ali Sanou poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État, meurtre et dégradation volontaire de biens. Deux autres avocats, ceux du soldat Sidiki Ouattara et du sous-officier Zoumbele Jean-Martial, demandent leur acquittement pur et simple pour infraction non constituée. Le point complet avec David Dabiri. Selon les réquisitions du parquet militaire en date du 17 juin dernier, le sergent-chef Sanou Ali s'est rendu coupable de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de dégradation volontaire de biens. Les parquetiers fondent leurs argumentaires sur le périple de l'accusé durant les événements et ses aveux de culpabilité lors des enquêtes préliminaires. Patrouille au carrefour BF1, garde à la télévision du Burkina, visite inopinée suivie de destructions au domicile de Simon Compaoré et de l'artiste Smoké, répression des manifestants à la gare ferroviaire de Ouagadougou, sont autant d'éléments reprochés à l'accusé et qui justifieraient la peine de 25 ans de prison ferme requise. Mais pour son avocat maître Régis Bonkungu, l'accusé n'a fait qu'exécuter des ordres légaux de ses supérieurs hiérarchiques et serait même victime des conclusions hâtives du parquet militaire. Tout le long de sa plaidoirie, l'auxiliaire de justice n'a de cesse clamé, je cite, « Toute vérité est assise sur une preuve et dans le cas précis, aucun élément de la procédure ne permet de rattacher les infractions suscitées au sergent-chef Sanou Ali. Le parquet militaire n'a jamais fait la démonstration de la participation de l'accusé à une réunion préparatoire de l'arrestation des autorités. Or, c'est à partir de là que sa responsabilité pouvait être établie, clame l'avocat. Du reste, poursuit maître Bonkungu, l'aveu n'est plus la reine des preuves comme le prétend le parquet militaire. Il est désormais remplacé par les démonstrations scientifiques, dénonçant au passage ce qu'il qualifie de transcription infidèle des propos de l'accusé. L'avocat demande donc au juge de privilégier le principe de l'oralité et de faire foi aux déclarations à la barre. Et justement, se fondant sur ce principe, maître Bonkungu soutient que le seul reproche que l'on peut formuler à l'endroit du sergent-chef Sanou Ali, je cite, c'est d'avoir frappé un seul manifestant lors des événements et il s'en est excusé publiquement. Il faut acquitter le sous-officier pour infraction non constituée, conclut l'avocat. Avant lui, maître Alexandre Daboné demandait également l'acquittement pur et simple du soldat Sidiki Ouattara et du sous-lieutenant Zoumbele Jean-Martial Ouedraogo pour infraction non constituée, car ayant tous deux agi sous les ordres des supérieurs. Les mêmes arguments sont développés par maître Stéphane Ouedraogo pour plaider l'innocence du lieutenant Daouda Kouni. Appelés à la barre, tous demandent la clémence des juges. L'audience reprend ce mardi 9 juillet 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou.
Nous repartons à Bobo-Dioulasso pour entamer les actualités des partis politiques. La jeunesse du Congrès pour la démocratie et le progrès de la province du Oué se mobilise autour de son président Edi Kombo-Hugo. Les jeunes du CDP du Oué se sont retrouvés en assemblée générale hier dimanche pour porter leur choix sur Edi Kombo-Hugo qu'ils qualifient de l'homme de la situation. Les points des échanges avec Hassan Gourabou et Moumouni Ebarou. La jeunesse CDP du Oué avec Edi Kombo-Hugo. C'est le message qui est livré ici par des jeunes du parti de la section Oué. Ils pensent qu'il est plus que jamais nécessaire de porter leur voix au président à l'image de leurs camarades de Ouagadougou. Je dis qu'il y a des actions qui ont été menées. Depuis que le camarade Edi Kombo-Hugo a été porté à la tête de ce parti, il a mené des actions claires, éclairées. Et des sorties ont été organisées et la population et les militants ont répondu massivement. Et dans la diaspora aussi, il est parti, il a été bien accueilli et les structures ont été installées dans tout le Burkina Faso. Donc à travers ça, nous en tant que jeunes, on veut quelqu'un qui a l'ambition, qui a une autre ambition et qui peut nous amener loin. Je crois que les camarades Edi Kombo-Hugo, c'est un leader né, c'est un homme charismatique, c'est un homme d'État. Le responsable national des jeunes du parti CDP est venu galvaniser la troupe pour soutenir Edi Kombo-Hugo dans sa quête de pouvoir en 2020. Nous sommes venus leur dire seulement de rester derrière la direction, de rester derrière le président Edi Kombo-Hugo, la section de Oué, le premier responsable des jeunes de Oué, de rester derrière eux pour qu'ensemble on puisse gagner les élections en 2020. Au cours de cette assemblée générale, des cadres du CDP sont venus prodiguer des conseils aux jeunes de rester unis et engagés pour que le parti retrouve le chemin de la victoire. À Thomas, dans le Nayala, l'hymne du mouvement du peuple pour le progrès a retenti samedi dernier. C'était au cours d'une assemblée générale à laquelle ont pris part les militants de la province et le bureau exécutif national du MPP. Au centre des débats, la vie du parti au pouvoir et les stratégies à mettre en place pour les prochaines élections. Le compte rendu de Serge Somda et Karim Ouedraogo. Les membres des nouveaux bureaux des sections et sous-sections du mouvement du peuple pour le progrès dans le Nayala sont officiellement installés. Et c'est au cours d'une assemblée générale ici à Thomas. La mise en place des structures nous a permis de redynamiser en tout cas les anciennes structures et de faire adhérer encore vraiment de nouveaux membres. Par le passé, le nombre était réduit, mais avec les nouvelles mesures, en tout cas un très grand nombre en tout cas, qu'on a pu coopter dans les bureaux. Et ça donnait encore beaucoup plus d'envergure au parti. Au cours de cette assemblée générale, militants et délégations du bureau exécutif national ont échangé sur la vie du parti et les stratégies pour les élections à venir. C'est un message de cohésion, de remobilisation, de confiance au parti qui conduit dans un cadre démocratique aujourd'hui avec les impératifs de la démocratie qui sont la tolérance mutuelle et le respect des institutions. Les responsables communaux du Parti du Soleil Levant ont présenté les différentes réalisations dans les 6 communes que compte le Nayala. Il était temps de faire un revue à mi-parcours des différentes réalisations, des différentes promesses qui ont été faites au niveau de la province et voir quelles sont les perspectives pour pouvoir atteindre 90 ou 99% des engagements pris au niveau de la province en termes de réalisation en ce qui concerne le contrat social de notre président avec le peuple burkinabé. Le bilan est satisfaisant, il faut le reconnaître. Selon l'honorable député Noël Toué, le MPP se porte bien dans le Nayala, en témoigne cette mobilisation de ses militants. Rencontre du même genre pour l'Union pour la Renaissance, parti sankariste à Solenzo dans les Banwa. L'Assemblée générale organisée samedi dernier a été marquée par l'installation du responsable provincial de l'UNIPS. Ousmane Guira est désormais chargé de conduire les destinées du parti dans cette partie du Burkina Faso. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Désormais, Ousmane Guira est le président fédéral de l'UNIPS dans les Bawa. Maître Benouene Sanisla Sankara, président du parti, accompagné d'une forte délégation, a installé le premier responsable provincial devant plusieurs militants venus de différents villages des Bawa. Il doit tenir haut l'étendard du parti, de l'œuvre, de l'UNIPS,
il doit être un rassembleur. Il doit aussi, avec nos alliés du MPP, travailler à ce que dans les Banwa, il y ait, en tout cas de notre point de vue, la réalisation concrète de tout ce que le PNDS a prévu, parce que les populations attendent surtout des signes forts dans les changements. Après son installation, Ousmane Guira a promis de travailler en intelligence avec le coordonnateur régional ainsi que les membres du bureau afin d'élargir la base sociale du parti. Un sentiment vraiment de militantisme, un sentiment d'engagement, de pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs politiques qui luttent dans le sens du développement de notre cher Burkina Faso. À cette occasion, le président du parti de l'œuf a participé à une course cycliste féminine. Il a aussi rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Solenzo. Retour à Ouagadougou pour les autres points de l'actualité. L'Union d'action syndicale émet des inquiétudes relativement à la situation nationale. L'assassinat de 2 militants de l'ODJ, l'insécurité et les dérives antidémocratiques sont autant de préoccupations soulevées par l'UAS. Elle était face à la presse ce lundi pour, dit-elle, prendre l'opinion nationale et internationale à témoin concernant la situation au Burkina Faso. Jean-Eudes Bayala et Solange Guigma. Sur la situation nationale, voici le constat fait par l'unité d'action syndicale. Une remise en cause progressive, continue et flagrante des libertés démocratiques au Burkina. Un constat qui s'appuie sur des faits au nombre desquels figurent les tentatives d'adoption d'une loi anti-grève et d'une loi organique devant servir de base pour remettre en cause les droits et acquis des travailleurs de la fonction publique. Et ce n'est pas tout. Les attaques répétées contre le mouvement syndical et les travailleurs accompagnés de tentatives de les opposer aux populations et de les opposer entre eux. Le blocage de la révision du Code du travail, livrant ainsi les travailleurs du privé, pieds et poings joints au patronat. La révision par l'Assemblée nationale du Code pénal criminalisant l'insurrection et intégrant de nouvelles dispositions visant en fait à museler la presse et la liberté d'expression. Elle observe par ailleurs une recrudescence des attaques terroristes, des attaques répétées contre l'Alliance Police Nationale et l'assassinat des 2 militants de l'Organisation démocratique de la jeunesse. Nous relevons à ce propos que, hormis les nombreuses entraves qui marquent jusque-là les démarches engagées par l'ODJ pour élucider ces crimes, on observe que les autorités aussi bien nationales que provinciales se sont jusque-là dégagées de toutes les charges liées à la réalisation des autopsies sur les corps des victimes. Lorsqu'on met en lien ces différents faits, on est en droit de penser que c'est un tournant répressif qu'amorcent les autorités de notre pays. À cette conférence de presse, l'unité d'action syndicale a également fait part de son intention d'engager des luttes pour défendre les libertés démocratiques et syndicales et rejeter les exécutions sommaires et les règlements de compte sous le couvert de la lutte contre le terrorisme et pour que la lumière soit faite sur les assassinats des 2 militants de l'ODJ. Et pendant ce temps, le syndicat des orpailleurs s'interroge sur le rôle et la contribution de l'orpaillage dans le développement du Burkina Faso. La question est au centre du 3e congrès ordinaire du syndicat des orpailleurs organisé à Ouagadougou. Il est attendu de ce congrès des propositions à même de permettre une meilleure exploitation des ressources minières au Burkina. Nongbakuda Maïmouna Traori. L'orpaillage traditionnel a généré cette année plus de 10 tonnes d'or, soit environ 230 milliards de francs CFA, ce qui a permis au syndicat national des orpailleurs de réaliser des infrastructures sociales au bénéfice des populations touchées par ces activités. Nous pensons que depuis qu'ils sont là, il y a eu pas mal d'écoles qu'ils ont construites, il y a eu des forages qu'ils ont faits, il y a eu des centres d'écoute
qu'ils ont fait dans les provinces, en toute sincérité, c'est appréciable pour le développement de ce pays-là. L'orpaillage contribue au développement socio-économique du Burkina Faso. Mais pour le ministère en charge des mines, une meilleure organisation du secteur pourrait permettre d'accroître les revenus. La part donc, qui a été reversée au niveau du budget de l'État est assez faible. Parce que nous avons effectivement une fraude assez importante dans ce sous-secteur. Et il va sans dire que nous devons travailler à réduire justement cette fraude-là. Sur les 10 tonnes d'or, officiellement par exemple en 2017, nous n'avons exporté que 200 kilos. Vous voyez que quand même on a plus de 9 tonnes d'or qui échappent en fait au circuit formel d'exportation. C'est pour ça que vous avez des pays voisins qui ne sont pas producteurs d'or, mais qui exportent de l'or. Au sortir de ce congrès, le syndicat prévoit une amélioration de ses statuts par la relecture des textes constitutifs. Il entend également mettre en place un nouveau bureau qui va conduire l'organisation les 5 prochaines années. Au syndicat des travailleurs et ouvriers, ce sont des moments de reconnaissance à l'endroit des militants et sympathisants. Un vibrant hommage est rendu aux travailleurs et retraités du Laboratoire national de bâtiments et des travaux publics. La cérémonie d'hommage est intervenue vendredi dernier à Ouagadougou. Issa Kafando, Caroline Ouari. Ce sont au total 10 travailleurs et retraités qui ont vu leur mérite reconnu à travers cette cérémonie de récompense. Organisée par le syndicat des travailleurs et ouvriers du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics du Burkina, l'activité est placée sous le thème « La bonne gestion des responsables des structures, défis et perspectives ». Pour les organisateurs, l'objectif est de rendre hommage aux militants, faire connaître la bonne gestion du directeur général et susciter un esprit d'appartenance au sein des membres. C'est de notre devoir vraiment d'organiser cette cérémonie et de leur dire merci pour les stimuler à faire mieux davantage. Pour le palmarès, 4 manégrés d'honneur ont été remis à des retraités, 5 manégrés de reconnaissance à des travailleurs et une distinction particulière pour le directeur général. Un sentiment de joie. Et aussi, je suis surprise. Je ne savais pas que le peu qu'on faisait méritait des récompenses, méritait une reconnaissance. Vraiment, je suis contente et je remercie le labo. Je souhaite bon vent à ceux qui sont en train de prendre notre place. Pour le syndicat des travailleurs, organisateur de cette distinction, cette cérémonie constitue une première dans le monde syndical et il s'engage à en faire une tradition. Dans l'actualité également, l'IAM, l'Institut international de management, sort sa QV 2019. Ils sont 500 impétrants déclarés aptes à s'auto-employer ou à conquérir le marché de l'emploi. La promotion 2019 a pris pour parrain Assalfo du groupe musical Magic System. Le président de l'Assemblée nationale était le patron de la cérémonie de graduation intervenue hier dimanche. Les temps forts avec Oscar Soulama et Omar Zombri. Promotion Assalfo, du nom du leader du groupe musical Magic System, c'est le nom de baptême de cette QV 2019 de l'Institut africain de management, IAM. Forte de 500 impétrants, cette promotion est composée d'étudiants ayant terminé leurs études en BTS ou licence pour certains et master pour d'autres. C'est un sentiment de joie pour moi ce soir-là. Je suis très contente de participer à cette promotion. Sentiment de joie parce que 5 années d'études, c'est pas 5 jours. C'est pas fini, voilà, on va poursuivre pour 3 années encore d'études doctorales. C'est le couronnement d'un chapitre de leur vie. Il y a une nouvelle ère qui s'ouvre à eux. Nous leur demandons de redoubler d'efforts car la carrière professionnelle est quand même difficile. Le parrain de la promotion, Salif Traoré, alias Assalfo, partage avec ses filleuls l'histoire de Magic System. Des débuts difficiles, sanctionnés parfois par des échecs, mais leur détermination les a conduits au succès. Nous étions déterminés que nous sommes arrivés à faire ça. De prendre le transport à la liste simple, d'arriver et qu'on dit David n'est pas là, de dormir là pour attendre le matin pour partir, de descendre en studio pour chanter malgré la maladie. On peut être déterminé, mais si on n'a pas la persévérance, la détermination finit par s'exténuer.
il faut persévérer, il faut aller jusqu'au bout. Le patron de la promotion, quant à lui, annonce des présents pour les 32 majors de la cuvée. Je voudrais, au nom de l'Assemblée nationale, en tout cas, proposer à l'IAM d'offrir 32 tablettes aux majors de l'IAM. Plutôt que d'attendre des emplois rémunérés, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, invite les étudiants en fin de formation à entreprendre et à être leur propre patron. 12 bourses d'études d'une valeur de 240 000 francs, dont 8 aux étudiants de IAM Ouaga, ont été offertes par la République populaire de Chine. Parlons à présent de cette initiative dénommée Caravane pour l'accélération de l'élimination du mariage des enfants. Elle est portée par l'UNICEF et ses partenaires avec comme slogan « Ne m'appelez pas madame ». Cette initiative est désormais soutenue par les autorités locales de Léo, ville qui a abrité la cérémonie de lancement de la caravane. Konsun Koulibaly et Caroline Ouari. Pari tenu pour l'UNICEF et ses partenaires engagés pour l'accélération de l'abandon du mariage des enfants au Burkina. La ville de Léo, dans la Sicile, abrite effectivement la caravane contre le mariage des enfants comme annoncé. Une tribune offerte aux plus hautes autorités de la ville pour crier haro sur un phénomène qui n'a que trop perturbé leur sommeil, selon les faits et les chiffres. Seulement pour cette année 2019, 9 cas de filles arrachées de l'école pour le mariage ont été signalés. Les cas non signalés sont légion. Au commissariat de police de la ville, l'on ne sait parfois pas trop comment traiter de ces affaires, tellement les imbrications socioculturelles sont très fortes. Dans les sociétés où il existe quand même une tradition d'endogamie, le phénomène est moins perceptible. Et tant qu'il n'y a pas de dénonciation, où il n'y a pas de plainte, il est très difficile pour nous de nous imprégner de la situation. Qu'à cela ne tienne, aussi bien à Léo qu'à Bobo Dioulasso, à Fada, à Kaya et à Ouagadougou, le message restera le même. Plus aucune fille de moins de 18 ans contrainte au mariage. Un credo repris en refrain par l'artiste musicien Smarty, porte-voix de cette sortie de l'UNICEF contre le mariage des enfants au Burkina. Lui a déjà fait ses preuves dans la lutte contre le mariage des enfants. Le Naba Djigempolé de Zougrantenga dans la région du Centre-Est s'investit également dans la recherche de la paix et la promotion de la femme. Toutes ces actions lui valent une reconnaissance du Forum des leaders religieux et coutumiers de l'Afrique de l'Ouest francophone et du Tchad. Nous suivons la cérémonie de distinction avec Aruna Kabouré et Mahamadzi Ouedraogo. Après des années d'action de lutte en faveur de la promotion des droits des femmes et des jeunes filles, Sa Majesté Naba Djigempolé de Zougrantenga voit ses efforts magnifiés. Le roi de Tinkodougou est distingué champion en lutte contre le mariage d'enfants et la non-scolarisation des jeunes filles en Afrique de l'Ouest francophone au titre de l'année 2018. C'est une récompense qui m'honore et m'invite à faire plus pour la paix et le développement du Burkina Faso. Nous allons continuer à faire passer les messages de sensibilisation pour un changement de comportement en faveur de l'épanouissement des femmes et des jeunes filles. Ce sont les personnes influentes de la société qui peuvent vraiment apporter un changement fondamental et qui peut vraiment nous amener à être de vrais Burkinabés. L'œuvre est de l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement par le biais de son projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Sa Majesté nous a toujours accompagnés à travers ses conseils, à travers ses actions. Et nous attendons à ce qu'effectivement la population abandonne cette pratique de mariage d'enfants qui a des conséquences néfastes sur la vie effectivement des filles et qui amène des situations terribles dans la vie des femmes. Au Burkina Faso, le projet mène depuis 2017 des actions de sensibilisation auprès des parents et des autorités locales afin de les outiller sur les dangers du mariage précoce et les droits des filles.
On termine ce journal avec les nouvelles du jour de la CAN qui se joue en Égypte. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour les quarts de finale en battant le Mali par le score d'1-0. Vous l'avez suivi sur nos antennes, mais nous vous proposons les temps forts de ce match avec Lino Ramdé et Lassina Savadou. La Côte d'Ivoire sort le Mali. Le derby ouest-africain tourne une fois de plus à l'avantage des éléphants. Un but de Wilfriza à la 76e minute a suffi au bonheur des Ivoiriens. Des Ivoiriens qui ont eu la baraka dans cette affiche, car les occasions franches ont été pour les Aigles du Mali. Des Maliens qui peuvent s'en vouloir et qui ont manqué d'efficacité dans ce match. La Côte d'Ivoire file en quart. En 16 confrontations, le Mali n'a jamais battu la Côte d'Ivoire et cela depuis 42 ans. Il faut encore attendre pour vaincre ceux-ci indiens. La Côte d'Ivoire se frottera en quart à l'ogre algérien. Voilà, la Côte d'Ivoire qui a battu le Mali par le score d'1-0. Et l'autre match qui vient de s'achever a opposé la Tunisie au Ghana. Match remporté par la Tunisie pendant la séance de tir au but. Les résumés des différents matchs du jour et d'autres actualités sportives vous seront servis dans quelques instants au magazine des sports présenté par Jérôme Tsenerbego. Merci d'avoir suivi ce journal et merci de votre fidélité à la RTV.